Vous écoutez France Culture. Premier temps d'une série consacrée à l'histoire des prisons dans le cadre d'une semaine spéciale de France Culture dans laquelle bien des émissions dont Le Grain à Moudre mais également Sur les docks toute la semaine traiteront de la condition pénitentiaire en France aujourd'hui. Demain, nous réécouterons le documentaire de Séverine Liattard sur la relation difficile qu'a eu le philosophe et historien Michel Foucault avec les historiens de sa génération à l'occasion de la publication de L'Impossible Prison. Mercredi, Jacques Lesage de La Haye viendra présenter pour nous les archives de son émission régulière, une émission sur Radio Libertaire qui s'intitulera Les Murs et qui est une émission de dialogue avec des prisonniers. Et il évoquera pour nous le rapport des prisonniers avec le monde extérieur. Jeudi, nous aborderons dans le débat historiographique la question de la prison pour enfants, une question popularisée aujourd'hui par les débats autour de cet enfermement des enfants, mais également popularisée dans la première moitié du 19e siècle par beaucoup de philanthropes, comme on les appelait à l'époque. Et aujourd'hui, nous recevons Michel Vaujour, qui après 27 ans de prison est le personnage central d'un film documentaire de Fabienne Godet, sorti il y a un peu plus de 2 semaines en salle. Ne me libérez pas, je m'en charge, un film à la première personne dans lequel celui qui fut surnommé par une presse toujours en mal de sensations et de surnom le roi de l'évasion, un film dans lequel il raconte son rapport aux murs de la prison, mais également à ceux qui les peuplent. Je pensais, il y a un siècle, cette prison était un monastère. Se seraient-elles jamais doutées, les vierges saintes et pénitentes qui l'habitaient, qu'un jour viendrait où leurs cellules retentiraient non plus de gémissements de femmes ou de pieux cantiques, mais de blasphèmes et de honteuses chansons, et renfermerait des gens de toutes espèces, réservés la plupart aux travaux forcés ou à la potence. Et dans un siècle, qui respirera dans ces cellules? Ô éternelle mobilité des choses, ô rapidité de la fuite du temps, celui qui vous envisage peut-il se plaindre si la fortune a cessé de lui sourire, s'il se voit enseveli dans une prison ou menacé du gibet? Hier, j'étais un des êtres les plus heureux de ce monde, aujourd'hui je n'ai plus aucune des douceurs qui faisaient le charme de ma vie, la liberté, les amis, l'espérance. Non, se faire illusion serait folie. Je ne sortirai d'ici que pour être jeté dans de plus horribles tanières ou livré au bourreau. Eh bien, le lendemain de ma mort, ce sera comme si j'avais rendu le dernier soupir dans un palais, comme si j'avais été porté en terre avec les plus grands honneurs. C'est ainsi que mon âme prenait de la force en pensant à la fuite inexorable du temps. Mais alors vint m'assaillir le souvenir de mon père, de ma mère, de mes 2 sœurs, de mes 2 frères, d'une autre famille encore que j'aimais comme si elle était la mienne, et les arguments de la philosophie perdirent sur moi tout pouvoir. Je m'attendris et je pleurais comme un enfant. Voilà un texte qui date d'il y a un peu plus d'1 siècle et demi, presque 2 siècles maintenant. C'est un texte signé Silvio Pellico qui, en écrivant Mes prisons, alors qu'il était enfermé, lui qui voulait l'indépendance de l'Italie, a été un des best-sellers des années du 19e siècle, en racontant justement comment il avait vécu cet enfermement involontaire. Michel Vaujour, bonjour. Bonjour. Quand vous entendez ce texte, est-ce qu'il y a des échos que vous pouvez ressentir par rapport à votre expérience propre, justement, de prisonnier du XXe siècle? Oui, le recours à la philosophie. Mais moi, ce n'était pas vraiment une philosophie que je piochais à droite à gauche. C'était la construction de ma propre philosophie au fil de mon cheminement, quoi. Une philosophie que vous vous êtes forgée comment? Parce que c'est vrai que on sait la difficulté de trouver des livres. Il y en a, bien évidemment, dans les bibliothèques de prison, mais il faut se les faire communiquer. Et puis surtout, il faut savoir, commencer à savoir rechercher. On ne va pas comme ça, comme à Beaubourg, piocher dans les rayons. Il faut commencer à comprendre ce que l'on veut, s'approcher des sujets que l'on veut traiter. Oui. C'est pas dans ce sens-là que j'entends de philosophie. Je parle de philosophie active, je parle pas de philosophie de vie. Oui,
il s'applique très concrètement au quotidien, ou plutôt une approche du quotidien d'où découle une certaine philosophie. Voilà, c'est ça. Alors, il y a un autre point commun avec Silvio Pellico que vous pouvez avoir, c'est qu'effectivement, vous avez connu ces endroits qui, dit-il, résonnaient un siècle plus tôt des doux cantiques et des pieux cantiques, mais qui ensuite ont résonné d'autres cris, des cris bien plus dramatiques. Vous avez dû fréquenter, comme la plupart des détenus de longue peine en France, des lieux comme Clairvaux, qui étaient auparavant des monastères et qui étaient devenus des lieux de rétention. Oui. Oui, bien sûr, j'étais à Clairvaux. Mais par-delà, ce que j'aime, là, dans le passage que vous venez de lire, c'est cette sensation que peut donner la pierre dans ces vieilles cellules. Vraiment, vous savez que la pierre a reçu la souffrance des autres avant. Vous le sentez. Moi, j'ai ressenti physiquement, parfois. Je me souviens, à la santé, il y a dans le quartier d'isolement de la santé, c'est des petites courettes, mais qui datent plus d'un siècle probablement. Il y a une pierre qui sert de siège. Une pierre taillée, un genre de cube de pierre. Elle est usée, patinée par tous les hommes qui se sont assis là. Et tous les hommes qui se sont assis là avec leurs pensées, leur silence. Parce que c'est la solitude quand on est à cet endroit-là. Ça se sent. Et quand donc quand l'auteur, comme vous venez de dire, évoque ces murs, mais c'est ça, exactement ça, bien sûr. Alors, avec un paradoxe, c'est que vous avez pu connaître ces prisons anciennes qui étaient vétustes, puisque vous êtes entré la première fois en prison en 1970, qui étaient vétustes, qui étaient mal aménagées, et puis d'autres prisons qui se voulaient modernes, plus modernes, taillées dans le béton et non plus dans la pierre. Et tout compte fait, ces prisons-là étaient peut-être les plus dures à supporter. Je ne sais, enfin, est-ce qu'on peut faire la comparaison entre l'une et l'autre, Michel Vaujour? Pour moi, sur le fond, ni l'une ni l'autre ne m'agrée. On l'a compris. Voilà. Ça, c'est sûr. Oui, bien sûr, ces prisons modernes sont... c'est un lieu commun, mais vraiment totalement déshumanisé. Vraiment déshumanisé, quoi. C'est vraiment l'usine à mort, quoi. C'est totalement déshumanisé. Tout est électrique, il n'y a pas de contact, il n'y a rien. Tout est fait, en fait, pour le contrôle du prisonnier, la surveillance du prisonnier. Non, vous êtes... ouais, c'est des lieux de déshumanisation. Alors, vous êtes rentré très tôt, très jeune, en prison pour y rester à diverses périodes pendant 27 ans, en ressortant et en revenant très régulièrement après vos évasions dans ces mêmes prisons. Qu'est-ce que le savoir que vous aviez sur les prisons avant même d'y rentrer, c'était lequel? C'était le savoir de personne ou de tout le monde? C'était un savoir commun sur les prisons? Une vision un peu romantique. C'est une vision un peu romantique de la prison. C'était un genre de lieu d'initiation. C'était ce qu'était ma sous-culture, c'était un peu ça. Un genre de lieu d'initiation, voilà, c'était ça. Et d'une certaine façon, est-ce que vous arrivez à vous replacer, c'est toujours difficile, dans le moment où vous avez découvert que ça ne correspondait pas à ce que vous attendiez, Michel Vaujour? Je m'attendais de toute façon à un rapport de force. Hein. Et ça a toujours bien correspondu, quoi. Là, vous n'avez pas été trompé de ce côté-là. J'ai pas été déçu. Mais là où j'ai compris que... Parce que c'était un jeu à ce niveau-là pour moi au début. C'était un jeu de rôle que j'ai poussé un peu loin. Tellement loin que je me suis retrouvé donc dans un quartier de haute surveillance où je pouvais pas m'évader. Et à partir du moment où je pouvais pas m'évader, la prison s'est mise à exister. Avant, elle n'existait pas. Ça m'a différé presque, puisque j'y rentrais, je savais que j'allais m'évader, quoi. Mais là, ne pouvant plus m'évader, d'un seul coup, ça s'est mis à exister, quoi. La solitude, le silence, la dureté des lieux. La perversion des rapports? Pas de perversion, j'ai tout coupé les rapports. Moi, j'étais absolument seul, toujours. Je suis resté 4 ans et demi sans même échanger un mot avec les surveillants.
Ça a été volontaire chez vous? Oui, bien sûr. Sans agressivité, entendons-nous bien. Mais pas de lien entre ces surveillants-là et moi, parce que c'était la prison dans la prison. La prison, à l'époque, c'était déjà un lieu de non-droit, quoi, complet, quoi. Alors, je vous laisse imaginer ce que pouvait être la prison dans la prison. Voilà. C'était vraiment... C'est facile ou difficile quand on entre pour la première fois en prison de ne pas jouer le jeu, c'est-à-dire d'accepter de ne pas jouer les règles, non seulement avec les gardiens, non seulement avec l'administration pénitentiaire, mais avec les autres détenus, de jouer une sorte de franc-tireur, de ne pas vouloir participer de près ou de loin aux règles induites par la prison. Oui, je comprends bien ce que vous voulez dire. Je comprends bien ce que vous voulez dire. Moi, je suis entré en prison le lendemain. Dès le lendemain, je me suis battu avec deux autres prisonniers qui étaient là. Parce que c'était comme ça. Parce que la provocation, il convenait d'y répondre, parce que si on n'y répond pas, ça ira de plus en plus loin. À partir de là, les choses ont été posées. Il n'y a plus jamais eu de soucis, quoi. Après, bon, on fait la route, quoi. Il n'y a plus de soucis après. Mais d'entrée de jeu, c'est ça. Non. Moi, au début, justement, je n'ai pas réussi à m'extraire de ces valeurs induites. Voilà. Le caïda. Oui, le caïda, tout ça, etc. Entendez bien par caïda, il faut savoir ce que vous voulez dire. Mais non, plutôt valeurs de force. D'honneur aussi. D'honneur, de force, de solidarité. Voilà, ces valeurs-là. Et oui, j'étais complètement dedans, hein, vraiment complètement dedans, quoi. Voilà, et ça. il aura fallu beaucoup de temps pour que vous vous extrayiez justement de ce code qui vous était imposé, comme il est imposé d'ailleurs à tous ceux qui entrent en prison à un moment ou à un autre. Il m'a fallu pas mal de temps, il a fallu que je commence à penser par moi-même, quoi. Et ça nous renvoie de nouveau au quartier de surveillance dont je vous parlais avant, la solitude, le silence, la dureté des choses et la prise de conscience de la situation dans laquelle j'ai mis ma vie. Après 3 ou 4 évasions, j'avais 25 ans et j'avais autant de prison à faire. J'avais jamais rien fait de mal, hein. J'avais jamais eu une arme, rien du tout, hein. Simplement, au fil des évasions, les peines s'additionnaient. Et voilà, quoi. Et donc, je me suis retrouvé avec 25 ans de prison. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai eu envie de crever, quoi. Surtout que je ne peux plus m'évader. C'est surtout pour ça que j'ai envie de crever, quoi. Et c'est pour ça que j'ai réalisé, d'ailleurs. Si j'ai pas cet obstacle devant moi, hein, la prison n'aurait pas existé, quoi, pour moi. Mais qu'est-ce qui aide alors, puisqu'on comprend que c'est un cheminement, et c'est ce que raconte bien le film de Fabienne Godet dont vous êtes... C'est la prise de conscience du côté factice de ces valeurs. Du côté factice, je veux dire... Elles servent non seulement en interne, elles servent non oui, seulement les détenus eux-mêmes, mais elles servent aussi les gens qui gardent, d'une certaine façon. Bien sûr, parce qu'elles vous enferment, vous aussi, d'un certain type de rapport. Ouais, c'est ça, en fait, on est conditionné, ni plus ni moins, et ça arrange tout le monde, quoi. Mais ce sont aussi des valeurs auxquelles je croyais beaucoup. Beaucoup. Mais elles viennent d'où puisque quand on n'a pas fait encore de prison, elles ne sont pas forcément partagées, ces valeurs d'honneur, de caïda. C'est l'expérience de la prison qui les induit. Je ne sais pas, les rapports que l'on peut avoir. Mais les rapports que l'on peut avoir avec des chefs de bloc, des responsables d'une petite partie de la prison qui, d'une certaine façon, ont leur coupe sur les autres détenus, obtiennent un ascendant, obtiennent des avantages particuliers, en particulier au moment de la cantine. Ça, c'est plus du caïda. Ça, c'est de la saloperie. Si c'est pour obtenir des avantages, non. Oui, c'est vrai que c'est ça. Moi, je l'ai vu parce que j'avais un certain ascendant. Et j'ai vu qu'une fois, il y a un surveillant-chef qui a essayé de me brancher comme ça, quoi. J'étais dans une unité qui s'appelait le B11, c'était à Saint-Maur. Et un jour, il y a un surveillant qui parle mal, vraiment mal, à un petit mec qui dit rien. Le surveillant l'agresse verbalement, mais il l'agresse, quoi. Et je recale le surveillant poliment mais fermement. Voilà, c'est tout. Et je m'en vais. Le lendemain, on m'appelle au bureau du surveillant-chef. Il y a pas mal de monde. Et
on me parle de ça, je dis bon, j'ai un rapport disciplinaire. Ben, elle me dit non. Je dis, il n'y a pas motif à rapport disciplinaire. J'ai parlé poliment, mais net, quoi. Il dit non, alors je vois pas ce que je fais là. Et l'autre, il dit, avec vous, bonjour, on peut pas, c'est pas la peine, on peut pas discuter avec vous. Il n'y a pas de dialogue avec vous. J'ai répondu, quoi. Ce que vous appelez le dialogue, vous, c'est rouler les gens dans la farine, quoi. Et c'est la vérité. Voilà. Et donc, parce que son truc, au départ, il voulait que les mecs du B11, que je dise aux mecs du B11 de rester calme, de rentrer à l'heure, etc., dans les cellules le soir. Ben, je lui ai dit, moi, je suis pas la courroie de transmission de l'administration pénitentiaire, quoi. Je veux dire, la phase d'après, c'est devenir indique, quoi. Alors, ça n'existe pas, ça, vous voyez, quoi. Bon, il y a certains gens, par contre, effectivement, qui obtiennent des avantages comme ça et qui monnaient ce qu'ils ne sont pas, en définitive. Parce que leur ascendant découle, sur les autres, découle non pas de violence, mais d'une certaine force morale, théorique, quoi. Mais c'est des faux. Oui, et ça, c'est aussi une des particularités quand on approche, comme ça a pu m'arriver à un moment, brièvement, la question de la prison, c'est l'immense perversion des rapports, tout de même. Complètement, l'immense perversion des rapports. La prison pervertit l'esprit, quoi. Vraiment. Et ce que vous évoquiez avant, au sujet du caïda, qui prend de l'ascendant sur les autres, qui ensuite, en gros, monnaie son ascendant, etc., ou se sert de courroie de transmission. Mais c'est quelque chose de courant. C'est quelque chose de très, très, très courant, quoi. C'est un peu l'huile dans les rouages, c'est ce qui permet à la prison de fonctionner. Au système de fonctionner, quoi. C'est un peu comme ça que ça marche, hein. Il y a un autre truc sur lequel je vais revenir, mais ça va me revenir. Ça va me revenir. Là, je le perds. Là. Alors, justement, vous avez évoqué le nom de Saint-Maur, on a évoqué le nom de Clairvaux. Il y a comme ça une carte de France qui n'est pas connue des citoyens français. C'est la carte de France de ceux qui ont vécu les transferts les uns après les autres et qui ont pu de Lannemezan à Eysisheim, de Lille, de Los à Saint-Maur, de Saint-Maur à ailleurs, pourquoi pas dans d'autres centrales comme ça, parcourir la France sans que grand monde le sache, une partie de leur famille sûrement le savait, mais c'était à peu près tout, parcourir la France de centrale en centrale, de maison d'arrêt en centrale, etc., avec une carte qui est méconnue de tout le monde. Ouais, c'est le tourisme pénitentiaire. C'est assez confidentiel. Mais c'est cela aussi la société pénitentiaire. C'est une société qui est à l'envers, ou sinon à l'envers, en tous les cas en transparence, en dessous de la société française, la société dans laquelle elle est insérée, et qui n'a pas de moyen de se faire connaître, sinon de temps en temps par une émeute, une révolte, une évasion. Ah, ça, c'est pas l'administration pénitentiaire, ce sont les prisonniers. Oui, c'est ça, justement. Par contre, ce dont je voulais revenir tout à l'heure, vous me demandiez d'où venaient ces valeurs, les valeurs qu'on évoquait avant. Elles viennent tout simplement, fondamentalement, ce sont les valeurs des groupes en situation de défense, un petit groupe d'hommes qui se trouvent en situation où la solidarité est nécessaire, où les valeurs de courage valent, où la parole vaut l'acte, des choses comme ça, vous voyez. C'est des choses qu'on ne retrouve pas nécessairement que dans le monde pénitentiaire. On va le retrouver dans toutes les situations à travers le monde, dans un groupe d'hommes en situation d'adversité extrême qui doit se battre, quoi. Et c'est des valeurs de survie du groupe, ni plus ni moins. Et c'est bien pour ça qu'elles sont là. Alors, sur ce tourisme pénitentiaire, sur cette méconnaissance du reste de la société, de cette société à part qui vit à côté d'elle d'une certaine façon, qui est la société pénitentiaire, comment est-ce que vous jugez cette façon qu'ont les citoyens normaux de ne pas voir ce qui s'y passe dans ces prisons, de ne pas vouloir le voir, parce que simplement c'est délicat, c'est ennuyeux, on n'y peut pas grand-chose d'une certaine façon, disent les citoyens normaux, et donc ces gens-là ont fait quelque chose, on les met à part, et on ne connaît pas cette société-là, on n'a pas l'occasion de la côtoyer, de la comprendre même, parce qu'il n'y a pas de passerelle entre les deux. C'est pas qu'il n'y a pas de passerelle, c'est que toutes les portes sont fermées. L'administration pénitentiaire a horreur du regard de la société civile. L'administration pénitentiaire n'aime pas qu'on voie ce qui est réellement derrière les murs, ce qui en définitive s'applique, puisque chaque prisonnier est quand même condamné au nom du peuple français, quoi. Vous voyez ? Je pense que pour le moins, la société civile devrait avoir un regard sur ce à quoi correspond réellement et concrètement une détention. Ce qu'elle est réellement, non pas dans la théorie.
La théorie est super, il n'y a aucun problème. Mais dans l'application, dans ce qui est donné à vivre, dans ce que j'appelle la peine, dans le sens plein du mot, parce que c'est une peine. Et quand je dis peine, je dis douleur, quoi. Ben c'est ça, le gros problème de l'administration pénitentiaire, c'est ça. C'est le non-regard de la société civile, c'est... Oui. Un abandon? C'est pas un abandon. En fait, un prisonnier se trouve, c'est un homme en état de faiblesse, un état de faiblesse sociale. 99% des cas, c'est un état de faiblesse économique. Socialement, je place les prisonniers dans la même situation que les enfants et les vieillards. Des personnes en situation de faiblesse. Et quand vous prenez les enfants et les vieillards, mais vous apercevez de ce qui se passe derrière les murs, ou derrière les volets, quand on tire les volets. Mais quand on ouvre les volets et que les voisins voient, tout est bien, vous comprenez? Mais quand il n'y a plus aucun regard, quand il n'y a plus rien, voilà, c'est tout. Tout est possible. Tout est possible, et je trouve que c'est par là que ça pêche. Alors, vous êtes entré en prison pour la première fois dans une période où cette question des prisons était au centre du débat public. Et un des pôles du débat public. Il y avait le groupe Information de prison. On évoquera demain le cas de Michel Foucault dans notre émission. Il y avait tout un tas de discussions, d'associations qui participaient à un intérêt soutenu, en tout cas de quelques médias de ces années 70 pour la condition pénitentiaire. D'ailleurs, le président Giscard d'Estaing, à peine arrivé au pouvoir, va mettre en place un secrétariat d'État chargé justement de cette condition pénitentiaire. Et puis, progressivement, tout au long de ces années, on a eu l'impression d'une sorte d'extinction progressive des feux ou d'extinction progressive de l'intérêt sur ce qui se passait là. L'installation des QHS que vous avez vécu et dont on reparlera avec vous tout à l'heure, l'isolement progressif, l'installation aussi de la télévision dans les cellules, etc., etc. La disparition peut-être de ces mutineries qu'on a pu connaître dans les années 70 avec montée sur le toit des prisons de plusieurs dizaines de prisonniers. On a l'impression d'une sorte d'extinction comme ça de l'intérêt ou de la popularisation de la cause des prisonniers dans la société française, Michel Vaugeot. Oui. Je pense que plus il est dur de vivre dans la société, moins on est porté à s'intéresser à ce qui se passe derrière les murs, quoi. C'est une évidence pour moi. Et au fond, on a une société qui devient difficile à vivre. Je crois que avoir des boucs émissaires, c'est-à-dire de dire oui, mais quand même, lui c'est pas bien, donc en définitive, moi c'est mieux. Je pense que le rôle de la prison et des prisonniers est aussi là. Voilà. Et on s'intéresse pas aux prisons. Non, on me parlait des années 70, mais entre-temps, il y a eu le rapport des députés de l'Assemblée nationale. Un rapport qui... Le rapport Louis Mermaz en 2000, oui, c'était intitulé, si je me trompe, dites-moi, les prisons, une humiliation pour la France. Le rapport du Sénat, les prisons, une honte pour la France. Vous voyez, bon, je pense pas que ces mecs, ni les sénateurs, ni les députés, franchement, c'est pas des révolutionnaires, quoi, hein, ni des anarchistes, hein. Voilà. Et le rapport a servi à quoi? On en a parlé et c'est bien. Ouais. mais ce qui est intéressant, c'est que vous auriez pu choisir comme d'autres l'ont fait dans ces périodes où vous étiez en prison, Michel Vaugeot, vous avez pu choisir une politisation quelconque. Alors vous êtes plutôt retourné sur vous-même dans une sorte de regard intérieur avec la pratique du yoga, comme vous le racontez à la fois dans le film de Fabienne Godet, dans le livre que vous aviez écrit il y a quelques années, qui existe encore en poche, une pratique du yoga intérieur, etc. Donc plutôt un retour sur soi qu'une question de solidarité avec d'autres prisonniers, en tout cas de mouvement collectif. En tout cas de mouvement collectif. Moi j'ai fait... Bon, fondamentalement. Pour moi, discuter la forme implique d'accepter le fond. Et psychologiquement, c'est pas ma tasse de thé, ce genre de choses. Et donc, en gros, ça veut dire, vous pouvez m'enfermer, vous pouvez prendre ma vie, parce que j'en étais là quand même, j'en étais à des dizaines d'années de prison à faire.
En gros, ça veut dire faire ça, me battre contre la forme de ce qui m'est infligé, c'est-à-dire la forme de l'emprisonnement. Ça voulait dire, d'accord, vous me prenez la vie, mais il faut que la bouffe elle soit un peu meilleure. Des choses comme ça, vous voyez. Je me bats pas pour ça. Je me bats pour reprendre ma vie, moi. C'est tout. Je veux pas que que la prison soit aménagée. Et franchement, la limite, pour moi, vu cet angle-là, quoi. Pour moi, plus elle était dure, mieux c'était, à la limite. Voilà. Oui, ça c'est ce que vous répétez tout le temps, c'est qu'effectivement, non seulement les conditions étaient dures, non seulement que voilà. HSL était plus dur qu'ailleurs, mais vous vous imposiez une sorte de discipline, là pour revenir à un terme qui correspond au monastère dont on parlait, la discipline, la silice, comme se battaient se mettaient les moines, une ascèse. Une ascèse, oui, une ascèse très serrée qui fait que on ne pouvait plus rien enlever. Donc à partir du moment où on ne peut plus rien m'enlever, on n'a plus aucun pouvoir sur moi, quoi. Mais comment en êtes-vous venu à cette réflexion personnelle ? Vous êtes un enfant de la Champagne, vous êtes arrivé en prison à 17 ans, et vous avez découvert cela par quel moyen, d'une certaine façon, Michel Vaugeot ? Le silence, la solitude, le yoga et la pensée. Voilà. Tout seul ? Oui. Des livres tout de même ? Non. Un seul livre sur le yoga tout de même ? Non, par contre, le premier vrai livre que j'ai lu, c'est Ainsi parlait Zarathustra. Tout de même. J'ai commencé à comprendre ce que c'était que la culture. Pas de radio ? Non. Pas de télévision ? Non. Surtout pas ? Cheval de Troie. C'est le cheval de Troie ? Bien sûr. Bien sûr. C'est la fiole électronique, disait-on, dans les prisons à la fin des années 80. Alors la fiole, il faut expliquer ce que c'est que la fiole. Cathodique. Ouais, c'est ça. La fiole, c'est donc cette petite fiole que l'on demande aux surveillants quelquefois pour mieux dormir le soir, et quelquefois on les garde par devers soi alors qu'on n'a pas le droit, pour pouvoir s'endormir pendant tout un week-end. Tranquille, se réfugier, ne pas regarder la réalité en face, quoi. C'est-à-dire plonger dans la moitié en suqué, quoi. C'est les somnifères, des choses comme ça, quoi. Hein. Il y a une étude de fait sur le côté soporifique de la prison qui est vachement intéressant. Pas de la prison, de la télévision. Et c'est... Avant de mettre la prison généralisée, la télévision dans les prisons, il faut déjà bien entendre que la télé n'est pas donnée. Ah non, elle est louée. Elle est louée, très cher. Très cher. Donc, voilà, déjà ça. Ça a été fait à la maison centrale des femmes de Rennes pendant 1 an. Et ils se sont aperçus que ça amenait 2 fois moins de tentatives de suicide. Donc vous voyez, l'action soporifique que ça, parce que les conditions ne changent pas réellement. Fondamentalement, on est en prison, la vie est réduite à pas grand-chose, quoi. Donc c'est intéressant comme résultat d'étude. Je pense même au niveau social, c'est intéressant par-delà la prison, le côté soporifique. Des programmes de télévision. Un peu. C'est quoi l'économie de la prison ? Vous aviez choisi, vous, de ne pas participer plus ou moins à cette économie, mais quand même, c'est quoi cette économie ? Parce que on sait, quand on travaille sur cette question de la prison, quelle importance peut avoir l'achat d'un paquet de cigarettes ou l'achat de la Ricoré à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore la Ricoré. Bien sûr, c'est éternel, ça. Voilà. Donc c'est d'ailleurs un des modes de reconnaissance des anciens prisonniers une fois sortis. Bien sûr que c'est vrai. Ouais. Je me souviens j'étais en état d'évasion et j'avais une planque et je recueille un mec que je connais pas mais qui est proche par l'intermédiaire d'un autre que je connais bien. Donc en définitive, je le mets dans une planque que j'ai là, quoi. Et 2-3 jours après, je repasse et qu'est-ce que je vois ? Une grosse boîte de Ricoré. Ah ouais. Voilà. Et pourquoi c'est si important d'avoir ces signes de reconnaissance ? Parce que c'est le partage. C'est pas un signe de reconnaissance, la Ricoré. Hein. Non, mais c'est parce que c'est le partage. Les mecs, on boit à longueur de journée. Regardez, les mecs, on boit à longueur de journée, c'est le café. Et je pense que ça se vend qu'en prison, quoi. Je suppose. Enfin, je suppose pas, non. Je joke, là. Hein. J'ai déjà vu des pubs comme ça. Mais c'est quoi cette économie de la prison, Michel Vaugeot ? Alors c'est une économie parallèle, souterraine, qui nécessite justement le troc, qui nécessite, qui a des pauvres, qui a ses pauvres et qui a ses plus riches. Il y a tout. Il y a tout. Il y a surtout beaucoup de pauvres en prison, croyez-moi. Les 3/4 des gens ou les 9/10 des gens qui sont en prison sont
viennent de la misère, quoi. Hein. Il faut pas se tromper non plus, vous voyez. Je pense que la misère est une bonne cause c'est criminogène, je pense. Je plaisante presque, hein, tellement c'est évident, quoi. Non, l'économie de la prison ou de la détention. C'est ça qui est différent. Si vous parlez de l'économie de l'administration pénitentiaire, c'est le budget. Voilà, c'est leur budget. Entre les prisonniers, il y a les trocs, les trafics, il y a un peu de tout. Hein, il y a de tout. Maintenant, ce qui se fait beaucoup, c'est le trafic de cam, quoi, à l'intérieur de la tôle, quoi. Voilà, des choses comme ça, quoi. Mais bon, voilà. Et vous étiez nombreux à être comme vous, à refuser l'amélioration de la condition des prisonniers? Non, je crains fort qu'il y ait beaucoup de gens qui... À chacun son truc. Moi, c'était pas... J'ai participé une fois ou deux à des émeutes, vous voyez. Je vais vous dire comment ça se passe. En fait, je voulais pas participer à l'émeute parce que le dimanche, je m'évadais. Normalement, je devais m'évader le dimanche. Et tout le monde avait prévu de bloquer la cour le samedi. Et je sais très bien que s'il y a un mouvement le samedi, le dimanche, tout sera bloqué et je serai pas bien. J'avais mis des mois à monter cette action. Donc je dis au mec, mais non, c'est pas la peine, je suis juste de mon influence là, mais pour des raisons autres. Et je leur dis, mais non, c'est pas la peine, laisse tomber, c'est pas la peine, mais ça va venir, là tu rentres dans... Non, mais non, le truc va venir, ils attendaient les parloirs libres, avoir des parloirs libres effectifs. L'annonce avait été faite, mais c'était pas mis en place. Et moi je dis, mais non, c'est annoncé, ça va venir, c'est pas la peine de faire ça, ça va donner à moudre aux gens qui sont contre, etc., etc. Donc j'essayais de désamorcer partout. Mais les mecs, étaient trop dans leur truc. Et ils étaient surtout pas dans le vôtre. Oui, c'était ça. Et donc, ça finit par bloquer. Et donc, je sais qu'ils vont bloquer, c'est foutu. Blocage pour blocage, allez, j'y vais. Je me rappellerai. Tous ceux qui voulaient faire le blocage ont fait le blocage. Mais quand les CRS sont arrivés, moi, j'aime pas courir. Les CRS, ils viennent et je m'en vais correctement. Si je veux partir, je m'en vais correctement ou je continue, quoi. Mais je m'enfuis pas, quoi. Eh bien, je me souviendrai toujours, je suis arrivé à la porte de Fleury, j'ai vu un troupeau de mecs qui sont arrivés sur moi, qui sont passés sur moi comme des... Voilà. Des coureurs de marathon? Ouais. Moi, j'ai pas la vocation de lièvre, quoi. Vous voyez? J'ai compris ce que c'était que ces choses-là, quoi. Le lendemain, j'ai été transféré comme un des meneurs, vous voyez? Donc, il a fallu remonter... Ouais, comme quoi j'étais le meneur. Alors que ça va être tenu qu'à moi, franchement, il n'y aurait pas eu d'émeute et ça m'aurait beaucoup plus convenu pour les raisons que j'ai indiquées avant, quoi. Le transfert, c'est quelque chose qui, quand on parle avec des prisonniers de longue peine, est intégré au fur et à mesure de la vie, mais qui est toujours quelque chose d'assez douloureux. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais où on va se retrouver, si on va pouvoir maintenir les liens avec les quelques personnes qui vous suivent encore. Et si on va pas se retrouver justement à l'autre bout de la France, comment ça se passe? Parce que ça, c'est quelque chose qui est totalement méconnu de ceux qui ne côtoient pas les prisonniers. Le transfert, ça dépend. Moi, j'ai eu 42 transferts de sécurité. C'est pas mal. Là, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est marqué sur les papiers de ma libération. En gros, ces transferts de sécurité, c'est ça. C'est 5 heures du matin. La porte s'ouvre. Vous dormez, il y a une dizaine de matons. Vous prenez 2-3 habits, ils sont là. Au réveil, vous ouvrez les yeux. En ce qui me concerne, je comprends. No comment, pas un mot. J'ai pas la naïveté de discuter, quoi. Moi, je passe un pantalon, une paire de pompes, je ramasse un brosse à dents, une connerie. Puis on part, quoi. Et les transferts de sécurité, on part. Je peux me retrouver à 200, 300, 400, 500 km de cet endroit-là, quoi. Où j'étais depuis X temps. Et puis je recevrai quelques affaires que j'avais un mois après, 15 jours après, 3 semaines après. La famille sera prévenue plus ou moins vite, parce que les transferts de sécurité, il y a des normes de sécurité qui font que, enfin, on n'en sort jamais, quoi. Mais c'est une méthode. Il y a des gens qui font que ça en région parisienne. Fresnes, Fleury, La Santé, Bois d'Arcy, Fresnes, Fleury, La Santé, Bois d'Arcy, Fresnes, Fleury, dans ce temps et dans tous les autres. Voilà, que ça. Bon, ça, c'est pas... Pour moi, c'est pas méchant, ça, pour moi. Ça faisait partie de ma norme, donc j'ai pas un vrai regard là-dessus, dans la mesure où c'était ma norme. Cette administration pénitentiaire et les gens qu'on
qu'on y croise. Vous dites, moi, je ne veux pas leur parler véritablement. Vous avez quand même réussi à avoir un dialogue à un moment ou à un autre, soit avec un directeur, soit avec... directeur. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est que tant que j'étais dans la période d'affrontement, ça a duré quand même 23 ans, 22 ans, période d'affrontement absolue, quoi, vraiment, hein, pas de limite. Hein. Et le jour où j'ai décidé que les choses de ma vie changeraient, il y a tout un travail derrière qui s'est opéré, qui fait que petit à petit, je me suis ouvert à d'autres gens et j'ai fini par rencontrer un directeur. Vous voyez, celui qui avait juste avant, c'était une horreur absolue, aucun dialogue possible. Le mec était incapable de considérer qu'un mec comme moi pouvait se remettre en question, quoi. Son cerveau ne pouvait pas, tout simplement, ne pouvait pas, quoi. Comme moi, à cette époque-là, vous me direz, je ne pouvais pas considérer... Qu'un directeur de prison pouvait discuter avec vous. Exactement. Mais vraiment, c'est vrai. On est chacun enfermé dans d'autres tôles, quoi. Mais à force d'avoir l'œil... Ce mec était persuadé que que j'avais demandé à venir dans sa prison, comme il disait, pour être le premier à m'en évader. Genre, un challenge, hein. Bon, j'ai vu que c'était pas gagné, mais à force de fixer sur moi, il a eu une évasion, mais c'était pas moi. Donc voilà. Donc il est parti ailleurs. Il a été promu. Il est parti ailleurs. Et donc le nouveau arrivé. Et le nouveau, mais ça m'a étonné. Et le nouveau, figurez-vous que je l'ai même rencontré ces jours derniers. Lors d'une projection. Il est venu. Mais le mec, il a assumé sa mission de réinsertion. Alors que moi, au côté sécurité, la pénitentiaire avait toujours assumé avec un certain zèle confortable la mission de garde, de sécurité. Je dirais même parfois avec un zèle un peu excessif. Mais leur deuxième mission, c'est la réinsertion. C'est une mission beaucoup plus difficile parce que alors que j'ai des responsabilités, quoi, quand surtout un mec qui a un dossier comme le mien. Et petit à petit, la discussion s'est faite. Il m'a pas filé les clés de la prison, hein, mais au moins il ne m'a pas empêché de faire ce que j'avais à faire pour construire mon dossier. Il a commencé à me faciliter les choses, petit à petit, etc., au fil du temps, bien sûr, parce que c'est l'observation permanente hein, dans ce genre d'endroit. Donc voilà. Et oui, on commence à avoir un véritable échange. J'ai commencé à découvrir d'autres choses, bien sûr, mais j'étais plus dans une situation de combat. Bon. Mais cette mue, justement, que vous racontez bien d'ailleurs dans le film de Fabienne Godet, cette mue que vous avez vécue au fur et à mesure de votre détention, tardivement par rapport au nombre d'années que vous avez passé vous-même en prison, Michel Vaugeot, vous avez compris quel en a été le moteur? Qu'est-ce qu'il y a à un moment ou à un autre? Le moteur, il est simple pour moi. Le moteur pouvait être que... Bon. Entre-temps, je me suis pris une balle dans la tête. C'est l'expérience la plus importante de ma vie. Vraiment. J'ai vécu quelque chose de... ce qu'ils appellent une expérience... limite proche de la mort. Ils appellent ça comme ça, NDE. Et ce que j'ai rencontré là fait que... Ensuite, quoi, ce qui fonde les valeurs de ma vie, c'est de rester en accord profond avec le plus intime de mon cœur, voilà. C'est pas toujours facile dans la vie, dans la mesure où parfois on a des intérêts, etc., etc. Mais rester en accord avec ça, d'accord. Et quand, à un moment donné, quand Jamila, ma femme, a été libérée, s'est posé la question de l'avenir. Il n'y en avait pas, théoriquement. Mais je savais qu'elle ne m'abandonnerait jamais, je savais qu'elle allait me sacrifier sa vie. Je me suis simplement demandé qu'est-ce qui comptait le plus, vraiment le plus, au plus intime de l'intime, quoi. Voilà. Et bon, le plus intime de l'intime, c'était qu'elle sache que j'aurais tout fait pour que ses rêves se réalisent, quoi. Voilà. Et alors qu'auparavant, vous étiez dans ce combat permanent. Ouais. Qui était en fait votre moteur, qui était le moteur, c'était d'aller contre cette institution pénitentiaire. Pas nécessairement contre l'institution pénitentiaire, mais nécessairement... Contre la situation qui vous était faite. Voilà, c'est ça. Et donc ça passait évidemment avec le combat contre la pénitentiaire, bien sûr, mais pas au quotidien. Moi, le seul combat qui m'intéressait
avec la pénitentiaire, c'était l'évasion. Le restant, c'était pas vraiment mon problème et ça m'intéressait pas et je voulais surtout pas m'y intéresser. Et donc ce changement s'est opéré là-dessus. Quand j'ai décidé que pour une fois dans ma vie, j'allais me battre pour plus que moi, voilà, pour plus que moi-même. Et là où j'en étais, il n'y avait pas besoin que ça me dépasse ma petite personne, quoi. Et là, j'ai commencé... Mais il n'y avait pas de limite non plus dans ce combat-là, pour moi, aucune. Parce que j'avais pas la marge d'avoir des limites. Et donc, oui, c'est là que ça a commencé. J'ai décidé de tout changer et de me changer moi. Voilà. Et le yoga n'avait pas suffi au départ à tout ça. N'était qu'un outil en premier temps. Le yoga ne fut jamais qu'un outil durant plus de 20 ans. Ouais, une bonne vingtaine d'années. C'est quoi, yoga? C'est un ensemble de techniques psychophysiologiques qui vous permettent en définitive, quand c'est pratiqué à haute dose et très très profondément, c'est autre chose que ce qui s'entend ici par yoga, quoi. C'est vraiment quelque chose de très profond dont je parle. Ça me permet de vous sculpter vous-même, en fait, selon l'archétype vers lequel vous tendez, quoi. Voilà, c'est des techniques de manipulation des énergies, quoi. Alors, vous aviez longtemps passé énormément de temps à vouloir être hors d'atteinte. C'est ce que vous aviez cherché par... à ça. Voilà. Et là, d'un seul coup, vous avez accepté de lâcher prise pour être à nouveau au toucher possible. Il a fallu que je me débarrasse de tout ça, de toute cette muraille que je m'étais mis dans la tête, quoi. C'était une vraie muraille, hein, rien ne pouvait me toucher. Il a fallu que je me débarrasse de tout ça. Et ça n'a pas été facile, c'était le truc le plus difficile que j'ai eu à mener, quoi. Mais le plus gratifiant également, puisque ça m'a ouvert à une relation à la vie qui est infiniment plus riche que si j'avais pas eu ce chemin-là, quoi. Entre-temps, vous aviez eu cette médiatisation extrême que peu de détenus ont eu dans leur existence de détenus, c'est-à-dire celle de l'évasion par hélicoptère, de votre précédente femme Nadine Vaujour, donc de toute cette histoire-là, qui était une histoire qui a été médiatisée, y compris par le cinéma. Et cela, ça ne vous avait pas suffi justement pour faire la bascule. Il a fallu attendre encore un peu plus de temps. Oui. Je vois pas le rapport. Non, mais c'est pas la médiatisation, mais cette expérience-là, cette expérience de l'évasion, elle était encore dans une expérience qui était classique pour vous. Je vais vous dire un truc. Moi, c'est pas plus compliqué que ça. Je me suis pris une balle dans la tête. Cette évasion-là s'est terminée par une balle dans la tête. Dès que je suis sorti du coma. Mais je suis sorti du coma, j'étais dans une salle de soins intensifs, j'avais des tuyaux partout, partout, quoi. Et je sentais un petit vent qui me venait sur le côté gauche. Il y avait une fenêtre qui était un tout peu entrouverte avec des escaliers de secours extérieurs. Vous voyez, c'est l'habitat civil. Je voyais les hommes du raid qui bloquaient un peu partout, à travers les vitres de la salle de soins intensifs. Mais dans la salle, il n'y avait rien. Bien, moi, la première idée que j'ai eue en sortant du coma, c'est de partir. Ouais. En gros, c'est ça, je suis pas mort, je me relève et je continue. C'est comme ça que je fonctionnais. Et puis un jour, ça s'est arrêté, justement. Oui, j'ai décidé que ça allait s'arrêter. J'ai décidé que j'allais me battre pour que les rêves de la femme que j'aime se réalisent et existent vraiment, quoi. Que je lui vole pas sa vie. Entre-temps, la loi avait changé. C'est la loi de 2000 qui a été passée, qui changeait complètement les conditions de la libération conditionnelle. Complètement. Avant, c'était sur un arbitraire total, et un homme comme moi n'aurait jamais eu de libération conditionnelle. Moins qu'un homme avec mon dossier n'aurait jamais eu de libération conditionnelle. Là, c'était maintenant, à partir de 2000, c'était un tribunal en débat contradictoire, avec avocat, dossier, possibilité d'appel, acceptation ou refus motivé sur les bases de la loi. Possibilité d'appel, possibilité de cassation, enfin tout le registre des possibilités du droit, quoi. Et donc à partir de là, c'était déjà plus, ça allait mieux. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis je suis entré là-dedans. Bon, il a fallu que je construise mon dossier, il a fallu que je fasse un travail sur moi absolument énorme, mais il y avait pas de limite, pas de fin non plus. C'était vraiment la chose la plus importante de ma vie, quoi. Parce que
fallait que ça marche. Et ça a marché. Ça a marché, mais pas facile, parce que vous disiez tout à l'heure que j'étais incapable avant de penser que le directeur pouvait penser, et lui comme moi on était bloqués dans nos certitudes. Il a fallu que je me déshabitue de regarder l'autre comme un adversaire, Comme un ennemi. comme un ennemi. Et quand j'ai vu que ce mec commençait... En fait, pour moi, le rapport de force, c'était une chose confortable. Eh oui, bien sûr. Mais quand les choses ne dépendent plus de vous, qui dépendent de l'autre en face, qui était votre ennemi implacable pendant 20 ans, et quand la fonction de cet ennemi-là, en définitive, qu'est-ce que c'est? Le directeur de la prison, c'est de gérer votre peine. Donc, un mec comme moi, une longue peine, c'est de lui vendre de l'espoir d'année en année et le faire avancer d'année en année. Et quand je vois ce mec qui commence à me faciliter les choses, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Quel est le coup tordu qu'il y a derrière? Mais oui, mais vous souriez, mais je vous assure que c'est ça, mais à point que c'était... Heureusement, Jamila était là pour me recaler un peu, me recadrer un peu, quoi, parce que sinon, j'aurais pas jamais pu. Le mec, je voyais des pièges partout. Après, j'ai dit, putain, qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Voilà, c'est pas facile du tout d'oser s'ouvrir, quoi. Voilà. Et cette expérience que vous avez vécue, donc d'ouverture à l'autre, d'ouverture à celui qui était auparavant votre ennemi, est-ce que vous pensez qu'elle est communicable? Elle est communicable, vous le faites là, ici à notre micro, vous le faites dans le film de Fabienne Godet, mais est-ce qu'elle est communicable aux autres détenus qui, dans d'autres conditions, dans d'autres prisons de France, se trouvent à un autre stade de réflexion que le vôtre, par exemple, ou est-ce qu'elle reste quand même quelque chose d'unique et d'incommunicable? Ouais, c'est incommunicable parce que c'est... Putain, il doit y avoir des mecs qui nous écoutent, etc. Et qu'est-ce qu'ils disent, cela? Mais qui je suis pour leur dire, fais ci, fais comme ça. J'ai horreur de ce genre de choses, chacun va sa vie selon, quoi. Mais en gros, pour moi, la prison n'a aucun sens. Que ce soit par l'arrachage ou par la grande porte, c'est en sortir. Elle n'a aucun autre sens. Aucun. Et la seule chose qui compte vraiment, je crois, vraiment la seule chose qui compte, c'est ceux qui vous aiment, quoi. C'est tout. Et pour cela, il faut se battre. C'est tout. Mais ceux-là, ils sont de plus en plus, ou plutôt de moins en moins nombreux au fur et à mesure, souvent que la prison s'installe dans sa propre vie. C'est-à-dire que ces transferts, les 42 transferts dont vous parlez, Michel Vaujour, pour votre part, ces transferts finissent par éloigner, par lasser. La vie continue de l'autre côté. On parlera mercredi avec Jacques Lesage de La Haye de cette différence entre le temps de la prison et le temps de la société qui est autour. C'est pas du tout le même temps. Pas du tout le même temps, pas du tout. Quand vous prenez ce temps et vous mettez la solitude et le silence en plus, comme je l'ai vécu pendant 17 années, quoi. J'ai une relation au temps assez particulière. Je n'ai pas la notion d'impatience, par exemple. Si je dois attendre quelqu'un, je peux l'attendre des heures. Je m'installe contre le mur, je m'assois sur un banc, je respire tout simplement. Je m'occupe de ma respiration, je pense à ma respiration, je travaille ma respiration. Mais ça peut durer des heures. Je vous donne un exemple simple. Une fois, il y a ma femme qui revient de travailler. Et normalement, j'allais la chercher. Un arrêt de bus qui n'était pas très loin, elle revenait en bus. J'allais la chercher tranquillement, quoi. Et ce soir, elle n'est pas là. Un peu de retard, ça arrive, région parisienne. Hein. Je m'assois à l'arrêt de bus, tranquille, peinard. Le temps passe, elle vient toujours pas. Mais j'attends, moi, tout simplement, vraiment, tout simplement. En fait, elle arrivait 2 heures et demie plus tard, et j'avais pas de portable. Voilà, elle arrivait 2 heures et demie plus tard, et heureusement, parce qu'entre-temps, elle a appelé à la maison, mais j'étais pas là, bien sûr. Ensuite, elle, me connaissant, elle a appelé le voisin. Elle lui dit, Bruno, tu peux pas aller voir, je suis sûr que Michel est en train de m'attendre à l'arrêt de bus. J'étais à l'arrêt de bus, j'attendais, j'ai vu le voisin qui arrivait. Oui, bien sûr. Donc j'ai une relation au temps assez différente, hein, vraiment. J'ai pas cette notion du temps. Et ça, c'est la différence justement entre la société qui est autour de la prison et la prison elle-même. Oui, le temps de la prison. Sûr, le temps de la prison est quelque chose de très cyclique.
C'est les mêmes choses qui se répètent à l'infini, sans arrêt, un peu dans la société aussi. Et j'ai même connu un temps encore plus cyclique, c'est le temps de l'emprisonnement et de la grève de la faim. C'est vachement intéressant. Vos repères dans le temps, au fil d'une journée, sont les repas depuis notre plus tendre enfance, quoi. Et quand vous faites grève de la faim, moi je faisais grève donc, de la faim pour une raison XY, vous n'avez plus ces repères. Le temps devient plat. C'est vraiment hyper intéressant, quoi. C'est intéressant. Enfin, j'ai des centres d'intérêt qui parfois peuvent vous étonner. Non, mais justement, pour ceux qui, contrairement à vous, ont la télévision, il y a tout de même le temps du monde qui finit par entrer dans la prison. Mais ça doit faire un fracas pas possible que de ce temps du monde, cette agitation de l'extérieur qui finit par rentrer dans chaque cellule pour ceux qui ont les moyens de se payer la télévision. Oui. Moi, je suis fondamentalement, j'aime pas du tout la télé. Je pense que c'est un genre de truc qui empêche de penser vraiment, quoi. Voilà. Alors donc vous n'avez pas d'avis sur ce double temps. Et néanmoins, ça veut dire aussi que pendant que on purge sa peine, cette longue peine que l'on a devant soi, il y a des gens qui, à côté, défont une vie, refont une deuxième vie, se refont une troisième vie parfois. Bien sûr, oui, mais... Comment on raccroche quand on raccroche ? Moi j'ai très bien raccroché, vraiment très bien raccroché, et bon, parcours un peu particulier. Et au terme de ce parcours-là, et c'est ce qui a intéressé Fabienne dans ce qu'elle a fait, c'est ça, quoi. Ouais, ne me libérez pas, je m'en charge. Une certaine relation à la vie, quoi. Et donc, par rapport à ces gens qui restent dans la vie normale, en parallèle, quand je suis sorti, un mois après, à peu près, j'ai réuni des tas de gens de ma famille, une 30, 40, et autres, des gens que j'ai connus quand tout a basculé, quoi, que je connaissais à ce moment-là. Donc, qui avaient continué leur vie normale, dans la société normale, celui-ci a ceci, celui-ci a cela, etc., celle-ci comme ci, l'autre comme ça. Je me suis retrouvé avec tout ce monde-là. Tout le monde était joyeux, tout le monde était bien. Mais je me suis quand même rendu compte d'une chose, quoi. C'est que par-delà ces instants-là, quoi, ils étaient tous enfermés dans des ressentiments, plein de petites choses. En fait, ils n'étaient pas heureux, quoi. Ils n'étaient pas heureux. Et vous avez fini par l'être. Moi, je le suis infiniment. Et... Ouais, quand je suis reparti, je l'ai déjà mis là, je dis, putain, t'as vu à quoi j'ai échappé? Ben ouais, j'ai eu de la chance, quoi. Si on peut dire, Michel Vaujour, merci d'avoir accepté d'ouvrir cette semaine consacrée à l'histoire des prisons, dans le cadre d'une semaine de France Culture consacrée à ce sujet. Et demain, nous continuerons avec Michel Foucault, mercredi avec Jacques Lesage de La Haye, et jeudi, nous traiterons de la question des prisons pour enfants, qui est un autre thème que celui que nous avons abordé avec vous. Merci encore, et conseillons donc à tous nos auditeurs d'aller voir le film documentaire de Fabienne Godet, extrêmement original dans sa forme, justement, dans lequel vous êtes justement le héros principal, si on peut dire, en tout cas le personnage principal, le protagoniste principal. Merci. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Olivier et Aurélie Marcet. Le site internet sur lequel vous pouvez l'écouter pendant un mois, la télécharger pendant une semaine ou encore trouver des bibliographies complémentaires, dont le livre de Michel Vaujour, Ma plus belle évasion, chez J'ai lu. Eh bien, ce site internet est tenu par Antoine Lachamp, à la technique aujourd'hui Vincent René, à la réalisation Marie-Christine Closet. Et un numéro de téléphone 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78, pièce 61 23 à la Maison de Radio France, 75 220 Paris CEDEX 16.